Allez, on plonge tout de suite dans le vif du sujet. Ce décryptage va mettre en lumière le rôle massif et franchement trop souvent ignoré que joue notre environnement bâti dans le changement climatique mondial. Et surtout, on va voir comment il est tout à fait possible de changer la donne. Il est vraiment temps de regarder nos immeubles, nos maisons et nos infrastructures sous un tout autre jour. Au programme d'aujourd'hui, 1. L'impact climatique gigantesque. 2. Le cycle de vie. 3. Les obstacles au changement. 4. Le potentiel des nouveaux bâtiments. Et 5. Les typologies d'atténuation. Première partie. L'impact climatique gigantesque, le géant caché des émissions. Il faut vraiment qu'on change de perspective sur ce qui génère réellement les gaz à effet de serre. On a souvent tendance à pointer du doigt d'autres industries, mais le point crucial, c'est qu'un pourcentage stupéfiant de 33%, oui, un tiers de toutes les émissions mondiales, provient directement du secteur du bâtiment. C'est tout simplement le plus grand contributeur au niveau mondial. Ce secteur surpasse de loin de nombreuses autres activités qu'on accuse habituellement. C'est fou, mais à lui seul, il engloutit plus de 40% de l'énergie totale consommée à l'échelle planétaire. Mais alors, pourquoi un tel impact ? Eh bien, la réponse est simple. L'humanité passe presque toute son existence en intérieur. On parle d'une moyenne de 90% de notre temps. Ces structures ne font pas que modifier le climat à l'extérieur, elles affectent directement la santé au quotidien et la productivité économique de toutes les personnes qui vivent et y travaillent. Deuxième partie, le cycle de vie, le voyage d'un bâtiment. L'empreinte carbone d'un bâtiment, c'est en fait un long voyage découpé en 4 grandes phases. D'abord, l'énergie intrinsèque, nécessaire pour extraire et fabriquer les matériaux. Ensuite, l'énergie induite lors du chantier de construction lui-même. Puis, l'énergie de fonctionnement au quotidien. Et enfin, l'énergie de démolition, à la toute fin de sa vie utile. C'est toujours frappant d'observer le contraste énorme entre la machinerie lourde requise pour faire naître un bâtiment et les immenses amas de gravats lassés lors de sa destruction. Ces 2 étapes extrêmes exigent d'énormes quantités d'énergie fossile. Et pourtant, devinez quoi ? C'est la phase d'exploitation qui domine très largement le bilan. Le simple fait d'allumer le chauffage, la climatisation ou l'éclairage écrase littéralement toutes les autres étapes, représentant pas moins 80% des émissions totales. Réduire cette portion, c'est un levier d'action absolument colossal. Troisième partie, les obstacles au changement. Pourquoi est-ce si difficile ? Si les données sont aussi accablantes et la solution si évidente, qu'est-ce qui bloque la machine mondiale ? On fait face à 4 obstacles majeurs. D'abord, un manque d'accès aux connaissances techniques dans certaines régions. Ensuite, la fragmentation extrême de l'industrie de la construction. À cela s'ajoutent les fameuses barrières financières. C'est vrai qu'investir dans l'efficacité, ça fait parfois peur au portefeuille. Et enfin, le comportement et l'effet rebond. Plus les revenus augmentent, plus la demande en appareils énergivores explose. Quatrième partie, le potentiel des nouveaux bâtiments, une fenêtre d'opportunité. Il faut absolument réaliser l'immense chance qui se dessine, en particulier dans les pays en développement. On estime qu'ils vont ajouter 2,3 milliards d'habitants à la population mondiale au cours des 40 prochaines années. Ça déclenche inévitablement une vague de construction sans précédent due à une urbanisation très rapide. Cette urbanisation exige une échelle faramineuse d'infrastructures. Ces forêts de grues qui dominent de plus en plus l'horizon urbain, eh bien, elles représentent une chance éphémère d'intégrer des technologies vertes dès la toute première brique posée. La différence est claire. Alors que le parc immobilier existant nécessite des rénovations souvent complexes et très coûteuses, les nouveaux bâtiments offrent une véritable page blanche. Ils peuvent être conçus pour être jusqu'à 30% plus efficaces dès le premier jour, évitant ainsi de verrouiller des décennies d'émissions futures. Cinquième et dernière partie, les typologies d'atténuation des solutions structurées. Alors, comment transformer ces monstres pollueurs en champions de la durabilité ? Le cadre des Nations Unies propose des typologies très claires. Ça va de la conception solaire passive aux systèmes actifs, en passant par les puits de carbone, l'intégration des énergies renouvelables comme le solaire ou l'éolien, et même des systèmes de retour d'information pour guider les occupants. Le point crucial, le prérequis absolu pour tout nouveau projet, c'est ce qu'on appelle la conception solaire passive. Concrètement, ça veut dire qu'avant même d'allumer le moindre appareil mécanique, on utilise judicieusement l'orientation du bâtiment, sa géométrie et la ventilation naturelle pour contrôler le climat intérieur. Une approche d'une efficacité redoutable. Et le plus beau, c'est que l'implémentation de ces stratégies intelligentes ne sert pas qu'à sauver le climat global. Ça propulse le développement durable en réduisant drastiquement les coûts de l'énergie, en créant de nouveaux emplois qualifiés et en améliorant considérablement la santé et le confort à l'intérieur de ces espaces.
Tout cela nous amène à une réflexion finale essentielle. Les bâtiments qui nous entourent sont-ils de simples structures statiques ou des participants actifs au façonnage de l'avenir de notre planète? La prochaine fois qu'une porte est franchie, pensons à toute cette énergie invisible qui circule dans les murs. Chaque espace a le potentiel de faire partie de la solution. Alors, ces environnements bâtis vont-ils rester de simples fardeaux énergétiques ou saurons-nous les transformer en éléments moteurs pour sécuriser notre avenir?